Bon retour dans le podcast Cœur de Papa. Aujourd'hui, pour ma première interview, je reçois un invité exceptionnel. Je vais vous laisser découvrir ça tout de suite après le jingle. Bienvenue dans le cœur de papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale. Je reçois un invité exceptionnel. Je ne pouvais pas commencer ces interviews sans recevoir... vous commencez par présenter quelqu'un d'exceptionnel. Et pour cette première interview, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir la grande Anita McMahon. Voilà, trêve de plaisanterie. Enfin, c'est pas de plaisanterie d'ailleurs. Aujourd'hui, première interview, donc c'est un peu mon test avant de recevoir d'autres personnes. Donc on est dans la même maison, mais pas dans la même pièce pour s'enregistrer, pour simuler. Il y a les enfants qui sont gardés par mamie, donc on n'est même pas dans notre cadre habituel, on est chez mamie. Donc s'il y a peut-être des bruits de fond, des enfants qui crient derrière, pardonnez-nous, j'essaierai de faire des coupures au montage, mais voilà. On fait avec le temps et les moyens qui nous sont accordés. Alors, aujourd'hui, cet invité exceptionnel, on va vous parler d'une des choses qui nous a beaucoup marqué, changé, fait évoluer. Et surtout Anita, c'est pour ça qu'elle est là pour en parler. On va parler donc de deux choses qui sont un peu liées, mais pas forcément. Mais l'accouchement naturel et l'allaitement. Avec nos 4 enfants, on a pu vivre des accouchements et des allaitements totalement différents et ça a un peu transformé Anita et elle va nous en parler. Alors Anita, peut-être une petite présentation si tu veux te présenter. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, vu que j'ai des écoutes maintenant de Nouvelle-Zélande, de Suède, que je suis un podcasteur ultra influent, je vais présenter Anita. Anita, c'est ma femme. Ouh, applaudissements. Voilà. Donc la maman de mes 4 enfants que je la laisse se présenter si elle veut dire un petit mot. Bonjour, donc Anita. Donc effectivement, j'ai la chance d'être l'épouse d'Aurélien depuis déjà 10 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière et ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Voilà. Pas encore quarantenaire, hein, je le tiens à le préciser. Hein, donc voilà, qu'il n'y ait pas de quiproquo là-dessus. Aurélien, vous avez déjà un petit peu parlé de moi. Moi, je travaille en banque. Donc voilà, moi, ma semaine est réglée par le métro boulot dodo, même si dans les Vosges, il n'y a pas de métro. Et puis le week-end, j'accorde tout mon temps. Enfin, j'essaye d'accorder un maximum de temps aux enfants, à Aurélien, et puis toute notre vie trépidante que nous avons. Voilà. Merci pour cette petite présentation. Euh, Maintenant, juste en introduction, dans les grandes lignes, si tu peux nous parler un petit peu de ton cheminement vers l'accouchement naturel et pourquoi l'accouchement naturel et l'allaitement. Voilà, juste une petite intro dans les grandes lignes, après on creusera le sujet. L'accouchement naturel et l'allaitement, ma vision a complètement changé avec les enfants. Je pense que nos amis encore se souviennent très 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 bien de quand je suis tombée enceinte et je me vois encore dans notre premier appart en Alsace à dire ça ne changera rien du tout, vous verrez, on continuera comme avant et en fait non, soyons honnêtes, ça change totalement ta vie, ça bouleverse. Je pense que c'est aussi et fortement grâce à eux qu'on en est là. Donc voilà, c'est hyper bouleversant, c'est hyper challengeant. Et puis voilà, tu te remets forcément en cause, en question, tu essayes de faire différemment. Enfin,
voilà, l'accouchement que j'ai vécu entre le premier et la quatrième n'a rien à voir. Et idem pour les allaitements. Et oui, on va rentrer en détail. On va un peu essayer de structurer tout ça. On va commencer par l'accouchement naturel, reprendre confiance en son corps. Cette expérience d'accouchement naturel, c'est pas arrivé tout de suite chez nous. Pour ça qu'Anita va bien pouvoir vous en parler et vous expliquer son cheminement et les grosses différences qu'il y a avec un accouchement dit Classique. normal, classique, en maternité. Vas-y, maintenant je te laisse la parole. Détaille-nous un petit peu ton pourquoi et comment t'en es arrivé à l'accouchement naturel. Après, on verra un peu les impacts que ça a eu, c'est l'environnement de l'accouchement naturel. Et après, on verra quelques petits conseils qu'on peut donner avant de passer à l'allaitement. Mais pour commencer, avant de te laisser la parole, j'aime bien la citation, et je pense que tu l'adores aussi, qui dit donc, les femmes savent accoucher, leurs corps ont été conçus pour cela, il suffit de leur faire confiance. Exactement. À toi Depuis la la nuit parole. des temps. Déjà, alors, c'est vrai qu'on dit accouchement naturel, mais alors après, il y a plusieurs termes. On dit accouchement naturel, on dit accouchement physiologique. Je trouve que l'accouchement physiologique est plutôt pas mal parce que c'est vraiment dans l'idée de laisser la physiologie de ton corps faire. Parce que c'est ce que tu dis, en fait, le corps sait naturellement faire. Et moi, dans mon processus, la première fois, j'ai été enceinte de Benjamin. Donc j'ai fait, j'allais dire, la préparation traditionnelle avec une sage-femme, sans me poser la question de... Alors, c'est même pas sans me poser la question, en fait, c'est sans savoir qu'il pouvait y avoir d'autres alternatives. D'autres alternatives, je pense que l'idée, en fait, enfin, ce qui est important, en fait, c'est surtout la connaissance. C'est pas forcément le choix que tu vas faire, c'est de savoir qu'il y a plusieurs façons de faire différentes et que, en fait, accoucher à la maternité, c'est pas la norme. Il y a plein d'autres façons de faire. C'est une fois de plus, c'est être informé. Et donc voilà, notre premier Benjamin, très classiquement, suivi par une sage-femme, alors qui était en plus très sympathique, très douce, voilà, qui avait déjà un petit, enfin, penchant, un petit côté, voilà, quand même à être plutôt sur enfin comment dire, une façon naturelle, donc plutôt déjà soignée avec de l'homéopathie, enfin, elle n'était pas avec une façon de penser trop médicalisée. Mais voilà, accouchement, tout ce qu'il y a de plus classique, en maternité, Mais avec je t'interromps juste, je me rappelle plus trop, mais donc effectivement, cette sage-femme, rappelle-moi son prénom, si tu t'en Christelle, souviens. Christelle, ouais, elle était vraiment chouette. elle Mais était est-ce que géniale. elle t'avait déjà un peu aiguillé ou dit, tiens, à Célestat, il existe aussi ça, vous pourriez éventuellement accoucher là-bas, à la maison. Non, pas du tout. Je savais, enfin voilà, je savais que j'ai pu voir avec elle. Par exemple, je me souviens qu'on avait parlé de la position, voilà, ne pas forcément accoucher sur le dos, mais pouvoir accoucher accroupi, être un petit peu libre, mais sans aller plus loin en fait. Et on Ouais. n'avait pas parlé de choses entre guillemets alternatives. Euh, et puis après, voilà, l'accouchement, je l'ai perdu pour Benjamin. J'ai une fissure de la poche des os, donc j'ai perdu les os. En pleine partie de De Carcassonne. Carcassonne, voilà. Mais alors, on oublie de dire que jusque-là, j'étais, alors pas alitée, mais en fait, mon col s'était raccourci. Donc, j'avais été arrêtée plus tôt, j'essayais de bouger le moins possible. Alors, c'est même plus que j'essayais de bouger le moins possible, c'est-à-dire que je passais ma journée sur le canapé, je me mettais un coussin sous les fesses pour qu'en fait, que la gravité fasse son job et que Benjamin n'appuie pas sur mon col. Pour que ça ne le rétrécisse pas et que je risque pas d'accoucher prématurément. C'était ma grosse crainte, voilà, d'avoir un bébé prématuré avec tout ce que ça engendre derrière, quoi. Donc du moment où j'ai pu rebouger un peu, en 3-4 jours, voilà, ça s'est fissuré, j'ai perdu les os. Donc on a été tranquillement. Donc là, je te rappelle que c'est quand même toi qui as eu un petit coup de panique, hein. Ouais, faut qu'on appelle la maternité, il faut qu'on y aille. Non, non, détends-toi, on a le temps. On y a été après, hein. On y a été tranquillement après. Au final, il y a rien qui se passait, j'avais pas de contraction, j'avais rien du tout. Donc tu es reparti dormir à la maison. Moi, je suis restée, à l'hôpital où j'ai dormi et puis le matin, il y avait toujours rien. Donc là, on a dû me déclencher parce qu'effectivement, quand vous avez, rompu la poche des os et que le travail ne se met pas en route, à un moment, on est obligé de vous déclencher parce que, il y a des risques d'infection et donc qui dit infection dit, que la santé du bébé, voilà, peut être, entachée.
Et puis tu avais peur d'un prématuré, mais il faut quand même dire qu'il est arrivé à combien? 36 semaines, non? Il était quand même en avance, quoi. Il avait un mois d'avance. Ouais. Mais un mois d'avance, c'est plus considéré comme un prématuré. Ouais, oui, mais c'est quand même Mais petit. c'est quand même une petite crevette, on est bien d'accord. Et donc voilà, le travail qui se lance pas, donc déclenchement donc avec de l'ocytocine, mis sous perf. Ça a mis un peu de temps. Et puis là, de toute manière, en fait, quand on vous déclenche le travail avec de l'ocytocine, on vous dit clairement, en gros, ça va, comme les contractions sont provoquées, entre guillemets, chimiquement, et ben que ça va être plus douloureux. Donc, on vous propose quasiment tout de suite la péridurale. Et vous vous posez pas enfin, une fois de plus, on se pose pas de questions et puis on y va, quoi. Voilà, donc péridurale sans même se poser la question. Et puis malheureusement, pour moi, c'était la norme, entre guillemets. Et puis voilà, un petit Benjamin qui est arrivé avec 2 kg 660, 46 cm, donc une petite crevette. Et puis toutes les salles d'accouchement étaient pleines. Donc ça, tu t'en souviens bien du coup? Oui, oui, là je peux raconter la suite. Cordon un peu roulé autour du cou. euh, et donc, branle-bas de combat dans la maternité. Hop, Benjamin sort, boum, boum. Ah bah, Je vous ils le vont laisse. ils vont dans la petite pièce d'à côté, sous une lampe chauffante, le bébé tout nu. Écoutez, je suis appelé à côté, je reviens dès que je peux. Bon, vous avez rien à faire, hein, restez juste là, vérifiez juste pas qu'il tombe, voilà. Et là, elle part, et le papa, il est tout seul, sous sa lampe, à serrer son premier petit bébé, cette petite Et crevette. encore, tu l'avais pas contre toi, tu l'avais sous Bah la oui, lampe, oui, t'osais pas trop. je pouvais même pas le prendre dans les bras, enfin, en tout cas, elle m'avait pas dit Donc de le tout prendre dans nu, les tout bras. voilà. Et puis toi t'es la maman à côté, donc bah, t'es encore allongée, les deux pieds dans l'étrier, pardon pour l'image, mais les deux jambes écartées, le cordon, et bon, voilà, quelqu'un, s'il vous plaît, voilà. Ça c'était notre première expérience. Ouais, donc pas une super expérience, ni pour toi, ni pour moi, Ah, ni pour le bébé non plus, qui a passé ses premières secondes de vie sous une lampe, voilà. Et moi, ça m'a paru une éternité, le temps qu'elle revienne après, ça m'a paru une éternité. oui, alors après pas super expérience, ça va, il y a pire, mais après, l'hôpital ou la maternité où on était, ils étaient quand même très. Tout de suite, on a fait du pot à pot. Enfin voilà, il était petit, il avait du mal à réguler sa température. Benjamin tétait pas, donc c'était la catastrophe. Il prenait pas le sein. Moi, ça me faisait mal, je pleurais. Enfin, les débuts ont Ouais, vraiment été laborieux, quoi. on creusera après sur effectivement l'aspect allaitement qui a été compliqué, on verra ça dans la partie d'après. Mais donc voilà pour la première naissance, donc aucune connaissance de ce qu'il pouvait y Des avoir comme alternatives, des alternatives. c'est ça. Et ensuite, bah, développe un peu comment, bah, peut-être Comment j'y suis parler arrivée. éventuellement vite fait du deuxième qui est un peu similaire au premier, et Bah, après comment t'es arrivé à découvrir bah, les accouchements naturels. Bah, Beryl, après, on est sur la même chose, voilà, toujours le même suivi, j'allais dire, voilà, de nouveau accouchement à la maternité. Donc là, je m'étais dit, voilà, on va peut-être pas prendre la péridurale tout de suite. Donc j'ai essayé de tenir un petit peu plus. J'ai eu le droit à de l'acupuncture, mais très clairement, en fait, à un moment, j'ai paniqué. Alors maintenant, avec du recul, je sais que j'aurais pu y arriver sans péridurale, mais en fait, j'ai paniqué. À un moment, c'est que t'as la puissance des contractions qui monte. Et si tu comprends pas ce qui se passe, si tu sais pas comment la gérer, tu te laisses envahir par la peur, et là tu sors ton drapeau blanc et tu dis, help, au secours, quoi. Voilà. Alors j'ai eu très peu de péridurale, je crois qu'ils ont mis juste un coup, enfin une dose, et ça s'est arrêté là. Donc c'était très léger, mais de nouveau péridurale. Béryl, pas de souci. Comment ça s'est passé? Ils m'ont percé la poche des os. Et puis là, on a tout de suite fait du pot à pot. Enfin voilà, elle était plus dodue que Benjamin. Mais de nouveau, un allaitement aussi qui était pas génial. Donc voilà. Et enfin, Et après, aussi quelques semaines d'avance, hein, 4 semaines d'avance aussi. un peu moins Beryl. Ouais. Un peu moins. Je dirais 3 peut-être. Mais effectivement, je les ai tous eus avec de l'avance. Ils étaient tous pressés de nous voir et on était pressés de les voir. Et après, en fait, j'ai eu la chance, eh ben, sur mon lieu de travail, d'avoir une collègue, une amie avec qui était aussi enceinte, qui a commencé à me parler de podcast. Donc c'était il y a
ouais, 5 ans en arrière. Donc moi je ne savais même pas du tout ce que c'était un podcast. Elle a commencé à me parler de podcasts sur la maternité. Donc il y a quand même des beaux podcasts maintenant là-dessus. Il y a Bliss Story, il y a la matrescence. Et puis en fait elle s'intéressait beaucoup effectivement à la physiologie de l'accouchement. Et donc c'est en discutant avec elle, en commençant à lire des livres, il y a des livres fantastiques voilà, qui vous expliquent la physiologie, bah, comment en fait on est fait, comment le corps humain, comment ça se passe, qu'est-ce qui est physiologique ou pas. Clairement, être allongé, c'est pas du tout physiologique pour accoucher. Comment voulez-vous que la gravité vous aide à ce que bébé descende et s'engage dans votre bassin? C'est pas possible. Enfin, voilà. Donc en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce monde qui est complètement merveilleux et fantastique du corps humain, vraiment de la beauté du corps, de ce qu'il sait naturellement faire. Et du coup, je me suis orientée. On avait la chance d'avoir une maison de naissance à côté de la maternité où j'avais accouché pour les 2 premiers. Et en fait, on s'est orienté. Je dis on parce que c'est aussi quand même un choix à deux. Hein. Enfin, c'est bien quand même d'être soutenu dans ses choix et ses envies par sa moitié. Et on s'est orienté en fait vers la maison de naissance, à Célestat du coup. Et Ah, parce que juste pour faire un petit point sur les autres alternatives, donc si je peux dire un mot pour faire un peu la différence, donc la maison de naissance, un peu expliquer ce que c'est, la différence avec un plateau technique et peut-être l'étape encore ultime de l'accouchement à domicile. ouais, Des fois, vous pouvez peut-être entendre, ils disent AAD en abréviation. AAD, ça veut dire accouchement à domicile. Allez, je te laisse expliquer un peu les différences. plateau technique, c'est effectivement tu as une sage-femme qui te suit pendant toute ta grossesse et au moment de l'accouchement, vous allez à la maternité. Elle a à disposition un plateau technique, une salle d'accouchement dans laquelle tu vas pouvoir aller avec elle et accoucher. La maison de naissance, ce que moi je trouve génial et que je trouve que c'est la super alternative. En gros, c'est comme si tu as une maison hyper cosy, comme si c'était chez toi, avec un lieu de vie. Tu as alors là je parle de celle de Célesta, mais elles sont à peu près toutes dans le même schéma, avec une chambre, donc vraiment une chambre avec un lit, avec une baignoire, parce que si tu as le souhait d'accoucher dans l'eau, enfin voilà, de te détendre dans l'eau, tu peux, avec du matériel qui est un peu suspendu pour t'aider. Et t'es vraiment dans le cocon d'une maison. Donc, en plus, c'est génial parce que, enfin, nous, à chaque fois, c'était la nuit. Donc, t'arrives, souvent, elles te mettent des petites bougies, des lampes en fleurs de, enfin, des lampes de sel, pardon. Donc, t'es vraiment dans un petit cocon, voilà, où t'es choyé, où tout est doux, c'est calme, c'est silencieux. T'as pas ce stress de la maternité, t'as pas des lumières qui t'agressent. Voilà, ça te permet vraiment d'être dans ta bulle. Et là, tu as un suivi du début jusqu'à la fin par les mêmes sages-femmes. Et le jour où ça arrive, voilà, t'appelles ta sage-femme, tu te donnes rendez-vous à la maison de naissance, et puis voilà quoi, sans aucune obligation à un moment de t'allonger sur la table, les pieds dans l'étrier et de pousser. Enfin, vraiment, c'est toi qui gères. Et après, tu as l'alternative encore de l'AAD, l'accouchement à domicile, c'est ce que tu disais, où là, pareil, tu as toujours un suivi par une sage-femme, bien évidemment. Spécialisé, il y en a très peu, faut préciser. Spécialisée, je crois que maintenant, il y en a une centaine en France. Mais c'est compliqué parce que, en fait, en termes d'assurance, elles ont du mal à être. Enfin, elles sont forcément assurées, mais ça leur coûte une fortune. Et puis, malheureusement, on fait la chasse aux sorcières des sages-femmes en AAD. Et là, en fait, tout simplement, elle te rejoint chez toi. Donc, quand le travail se met en route, tu la tiens un petit peu au courant de comment ça évolue, et puis en fait, elle vient chez toi, et puis elle est là. Alors, elle est là, j'allais dire, dans un coin de la pièce, mais oui, c'est ça, quoi. Elle est là si tu en as besoin, si elle est là pour vérifier que toutes tes constances sont stables, que tout va bien, que le bébé va bien. C'est ce qui se passe aussi à la maison de naissance. C'est-à-dire qu'à la maison de naissance, quand ton travail est en route, à un moment, elle vient quand même de temps en temps vérifier, juste écouter. Voilà, si les battements du cœur sont toujours ok, si le bébé est pas en souffrance, enfin voilà, mais de manière hyper discrète. Enfin voilà, tu Oui, l'as. si je peux dire juste un mot là-dessus, bah moi aussi qui avais vu les 2 premiers accouchements à la maternité, les accouchements classiques, t'as toujours un médecin, une sage-femme toutes les 5 minutes qui vient, qui entre dans ta chambre, qui dit ça va, machin, enfin qui te prépare. Là, à la maison de naissance, la sage-femme, eh ben, elle t'a expliqué, elle t'a préparé avant, que elle te laisse dans ta bulle pour justement que tu aies un maximum d'ocytocine et elle intervient quasiment pas. Elle vérifie une fois un peu les Voir si constances au tout est ok. début
Et même moi, j'étais surpris que quand le travail a commencé, que Anita commençait à avoir des grosses contractions et à crier bien fort. Je lui dis, bon, elle vient toujours pas là, faudrait peut-être qu'elle vienne un petit peu. J'étais pas super à l'aise. Et puis voilà, elle est venue quasiment au dernier moment, quoi, et elle a quasiment rien fait, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait. Mais à la fois, c'est ça qui est important, c'est qu'à la fois, s'il doit y avoir quelque chose qui se complique, qui est grave, eh ben, elle est là et elle intervient. Enfin, je veux dire, elles savent, elles entendent. Je veux dire, quand tu dis, voilà, je me suis mise à crier, mais c'est normal, c'est parce qu'à un moment, ça prend de la puissance et que il fallait que j'extériorise ça. Et c'est pas qu'il y avait un danger. Mais elles le savent, enfin, à l'oreille, à la façon dont tu réagis. Mais comme dit, s'il doit y avoir un truc très grave, elles le savent aussi, enfin, et elles viendront. Elles vont pas te laisser, elles vont pas prendre de risques, enfin, voilà. Et ce Oui, qu'il y a de bien dans la maison de naissance, c'est que si effectivement il doit y avoir quelque chose de grave, tu traverses le couloir et t'es dans la maternité. Donc avec tout le matériel qu'il faut. oui, ça faut préciser. On le verra peut-être dans les questions d'après, mais préciser que déjà pour être accepté dans la maison de naissance, faut que voilà toute ta grossesse se passe bien jusqu'au dernier moment. Par exemple, si le Voilà. bébé se passe sans siège, il le sent Idéalement, pas. pas de diabète gestationnel, je crois. Enfin voilà, il faut être en bonne santé. Si tu as des risques sur ta grossesse, t'accoucheras pas. Voilà. Si tu as fait déjà une césarienne, normalement, pareil, tu peux pas accoucher en maison de naissance. Et donc préciser que la maison de naissance, en fait, elle est dans l'hôpital. Donc effectivement, tu as juste Elle est accrochée à l'hôpital. deux couloirs à traverser et Et t'es dans la maternité. t'es dans l'hôpital avec toute la technologie moderne et tout ce Mm. qu'il faut. Et à l'inverse, une sage-femme en AAD, elle vient avec du matériel. Donc s'il doit y avoir quelque chose, elle vient avec du matériel de réanimation. Elle vient pas les mains dans les poches, quoi. Elle vient pas comme vous pensez dans les films avec un bac d'eau chaude et une serviette. Oui, peut-être bien le préciser. Et donc, pour conclure un petit peu ce chapitre, maintenant, si tu pouvais nous dire un peu les avantages et les ressentis par rapport à l'approche médicale classique, qu'est-ce que ça a changé? Voilà, les avantages, tes ressentis, qu'est-ce que ça a fait chez toi? L'accouchement physiologique, en fait, c'est hyper révélateur, quoi. C'est-à-dire que déjà, tu as une puissance qui est... t'as l'impression d'être un peu en transe, quoi. Enfin, t'as une puissance d'un seul coup qui monte et qui... ouais, enfin, c'est... Enfin, vraiment, moi, j'ai encore les sensations avec Alix où t'es complètement... Ouah, enfin, c'est fou, qu'est-ce que j'ai fait? C'est génial, enfin, ouah, enfin, t'as ton... je sais pas comment expliquer ça, enfin, c'est peut-être proche je sais pas, de quelqu'un qui prend peut-être des substances, j'en sais rien, mais en fait, tu te retrouves avec une force et une puissance et... ouah, c'est moi qui l'ai fait toute seule, quoi, enfin... enfin... C'est bête l'image que je vais te dire, mais t'as l'impression que tu vas sortir dans la rue, là, tu sais, lunettes de soleil, poussez-vous les gars, c'est moi. Enfin, tu te retrouves avec vraiment une force et une puissance qui est incroyable, quoi. Une Et fierté, quoi, de l'avoir fait aussi. oui, une fierté, et puis, et c'est une sensation, puis vraiment, t'as l'impression d'avoir couru un marathon. Enfin, moi, je me vois encore là complètement sur les rotules, essoufflée, parce que ouais, c'était intense, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est intense. Alors que les accouchements en péridurale, bah, c'est plus plan-plan. Alors, je dis pas que c'est pas plus facile, hein, pas du tout. C'est quand même pas pareil. C'est quand même pas pareil. Pas pareil. Et ouais, t'arrives pas à te dire vraiment, voilà, je sais pas, les différences de sensations. Il y a eu quand même déjà la grosse différence qui sera un peu liée à l'allaitement, un peu derrière, c'est la vivacité des bébés, quoi. Et déjà, le contact direct, le fait que tu peux le sortir toi-même, le fait que, ça on le verra peut-être aussi un peu après, le rôle du père qui peut être beaucoup plus C'est important. important et un peu plus présent. Hmm. Euh, Bah, tu veux dire le entre les placenta, pour la et gestion du placenta aussi. Il y a plein de tu veux choses dire après encore la à... gestion entre un peu le pour et le contre de la péridurale ou de l'accouchement naturel? Bah, pas le pour et le contre, parce que ça, chacun se fera son opinion, mais les différences et ouais, les différences, l'impact que ça a eu sur toi, ton ressenti et La péridurale, enfin voilà, elle a vraiment soulagé à un instant T une douleur. Mais par contre, au final, la peur, elle était toujours là. Enfin, la deuxième fois où j'ai pris la péridurale, c'est parce que clairement j'avais la trouille en fait. Parce qu'à un moment, je me suis laissée emporter par une vague. C'est pareil, une fois de plus, c'est question d'information. Si dans ton accompagnement,
tu sais ce qui va se passer, tu sais comment l'appréhender. En fait, c'est une façon de voir les choses différentes. En fait, la contraction, elle est pas là. C'est pas juste de la douleur et ça fait mal et tu vas en chier. La contraction, alors on entend souvent parler, la contraction, c'est une vague qui arrive et qu'il faut que tu saches accueillir. Si déjà tu la prends dans l'autre sens en disant que cette vague me rapproche de mon enfant, que grâce à elle, ça va te permettre de le voir plus vite, enfin grâce à elle que bébé va arriver, déjà tu changes ta manière de penser, enfin, et tu changes ton appréhension des choses et tu l'accueilles différemment. Et après, si tu sais en plus de ça que voilà, eh ben oui, eh ben clairement moi, Alix, si je m'allongeais, j'avais pas de contraction, j'avais plus rien. Et ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé 4 heures à me dandiner là debout Ah oui, je m'en pendant souviens que toi très tu bien. dormais sur ton lit, hein. Mais c'était très bien, il fallait que tu non mais il fallait que tu te reposes, c'était important. Mais il y avait rien à faire. Enfin voilà, mais moi je me dandinais là à faire des mouvements de bassin. Ben oui, parce qu'en fait si t'es debout, la gravité fait son job. Quand tu bouges ton bassin en 8 là ou en rond, en cercle, ça l'aide à descendre aussi. En fait, c'est un travail à deux. Et c'est ça qui fait que, enfin, et que ça va aussi accélérer le travail, le fait d'être debout, de marcher. Enfin, en fait, une fois de plus, c'est la connaissance. C'est juste Ouais. savoir quoi faire. Et si en plus tu sais quoi faire et comment ça va se passer, t'as moins de peur, t'as moins d'appréhension. C'est ça en fait, et puis c'était un peu le prochain thème, le prochain thème, c'était l'impact de l'environnement sur l'accouchement, l'importance du respect du rythme naturel de travail, l'impact des hormones naturelles versus déclenchement épéridural, et, et le chapitre que tu es en train d'évoquer, l'information, l'accompagnement avec des sages-femmes spécialisées, et la place et le rôle du père, là je pourrais aussi dire un petit mot. Mais Mm. ouais, si tu veux nous débriefer un peu un accouchement naturel, comment ça se passe du premier rendez-vous avec la sage-femme jusqu'au jour J, quoi. Et même les jours d'après, d'ailleurs, qui sont aussi très importants. Mais après, t'as tout un accompagnement. Si tu la vois plusieurs fois, t'abordes plusieurs thèmes. T'as quand même aussi une bonne partie physiologie. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais t'as une partie où elle nous expliquait avec le rebozo. Donc le rebozo, c'est une écharpe. Comment toi tu pouvais m'aider pour me soulager. Enfin vraiment, à un moment, elle te montre, déjà elle a le bassin pour te montrer, voilà comment c'est physiologiquement, comment un bassin est fait, comment bébé va s'articuler là-dedans. Euh, enfin, elle te montre aussi toi en tant que papa comment pouvoir me soulager. Eh ben, il va y avoir forcément un chapitre sur l'allaitement pendant ta préparation. Il va y avoir un chapitre aussi sur la respiration, parce que la respiration est tellement, tellement importante. Pas te laisser, la respiration, elle va t'aider aussi à accueillir, à souffler, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on avait encore fait d'ailleurs sur la préparation? Les points d'acupuncture, et puis surtout, ce qui est pas explicite, mais qui est implicite, c'est te donner confiance en toi et te dire que tu vas pouvoir y arriver, que ça se fait depuis des années et des années Oui, que ça se fait comme ça. Et c'est ça, la confiance, en fait. Elle mais te c'est ça donne en de la fait. confiance au fil des rendez-vous, quoi. Ah oui, et puis aujourd'hui on diabolise un accouchement à domicile, alors que en fait on a toujours accouché à la maison. Enfin, la médicalisation, la mise en place des maternités, c'est pas si vieux que ça. Ça date de l'après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale. On verra ça après dans les petites questions. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'accouchement naturel. À dire aussi, moi je vais peut-être dire un petit mot sur le rôle du père, effectivement. Ben voilà, le père n'est plus juste là pour couper le cordon quand le bébé est là. Le père peut avoir un rôle quand même vachement plus important. Déjà, dans tout l'accompagnement, ben, Anita, fallait l'accompagner, comme disait, elle a marché pendant des heures, donc euh, j'étais pas là tout le temps à marcher avec elle, mais effectivement, par moments, je me reposais, mais voilà, j'étais là pour des câlins, des massages, des points d'acupuncture, Tenir ma main. la tenir, la rassurer, en fait, dire qu'elle va y arriver. Elle a craqué, elle dit, ça me fait mal, j'arrive plus, et puis voilà, on est là, on l'encourage, on est présent. Et c'est normal, à un moment, Oui, de dire ça. Voilà. oui, Et oui, il y ça, a une phase, la phase je sais pas, la la phase, désespérance, ça c'est une voilà, la phase phase qui est hyper normale. Et en fait, clairement, avec Beryl, c'est la phase de désespérance, j'y étais, mais j'en avais pas la connaissance qu'elle existait cette phase. Et j'ai craqué parce que j'en pouvais plus, parce que pour moi ça me paraissait insupportable. Mais en fait, c'est pareil, si tu sais que cette phase elle existe, tu dis ok, en fait j'y suis. Bon, c'est que ça se rapproche, c'est qu'il arrive. Une fois de plus, c'est de la connaissance.
Et donc tout ça, voilà, c'est un accompagnement. Et puis après, le rôle du père, ben, une fois que le bébé est là, ben, il peut aussi, il le propose. Moi, je l'ai pas fait. On peut sortir, entre guillemets, aider à sortir et à réceptionner le bébé. Voilà, certains le font. Et puis après, on est tout de suite là ben, pour prendre le relais, le pot à pot, prendre le bébé ben, dans les bras et soulager un peu la maman. Une fois que la première tétée est passée, on peut prendre le relais pour la laisser un peu récupérer. Et je me souviens, ben, pour Benjamin, le premier accouchement, la première nuit, malgré la péridurale, Anita, elle était plus Rincé. là, quoi. Elle était défoncée, elle était encore shootée, elle était fatiguée. Voilà, c'est moi qui ai géré la première couche, changé les premières couches. J'ai jamais aimé faire les premières couches en plus. Donner le biberon à la sonde aussi, ça on pourra peut-être en parler, mais on en reparlera dans l'allaitement, comme ça a été compliqué les premiers allaitements. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour résumer, un accompagnement avec une sage-femme dans une maison de naissance, ben, quand on a la connaissance, ça n'a rien à voir avec un accouchement médicalisé et transition toute trouvée pour enchaîner sur l'allaitement maintenant. Et là aussi, il y a encore beaucoup de préjugés et de connaissances à avoir. Euh, on va parler donc de l'allaitement long. Et pour introduire ça, on peut dire, rappeler quand même que les recommandations de l'OMS, c'est allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et conseillé jusqu'à 2 ans ou plus. En France, on l'oublie beaucoup. Bon, après, l'OMS, voilà, je sais que c'est une organisation qui a malheureusement un peu des dérives et qui a été mis sous contrôle de certaines personnes influentes et pas forcément bienveillantes. Mais en tout cas, à l'époque, et sur l'allaitement, ils disaient ça et c'était plutôt bien Bon, de le rappeler. Et après, si tu peux nous faire une petite définition et nous rappeler ce que c'est qu'un allaitement court. Donc, bon, l'allaitement court, bon, c'est juste les c'est premiers la tétée mois, on va dire. d'accueil. Ouais, alors c'est de la tétée d'accueil et les quelques jours peut-être qui vont suivre derrière. Et sachant que voilà, c'est quand même important l'allaitement, entre guillemets, si on fait juste la tétée d'accueil et quelques jours, ça sert à rien. Pour avoir les bienfaits du lait, c'est quand même conseillé d'allaiter pendant au moins 3 à 6 mois, donc il est conseillé Alors, pour je avoir les bienfaits. tempère quand même, hein. Ça sert pas à rien non plus. Enfin, Oui, au moins la tétée d'accueil parce que t'as le colostrum et t'as quand même plein de bonnes choses. Voilà, après, chacun a un parcours différent aussi, hein, mais au moins juste peut-être effectivement tétée, je veux dire, enfin tétée, pas tester, pardon. Juste peut-être, voilà, ne peut-être pas avoir d'a priori. Et après, l'allaitement, en fait, quand tu regardes, ça apporte tellement de bonnes choses aux enfants. Enfin, je le vois quand même avec les nôtres, ils sont quand même très rarement malades. Ils ont une super bonne santé. Ils sont, voilà, quand ils sont malades, allez, c'est 24 heures, 48 heures où ils peuvent être vraiment KO. Et après, c'est reparti. un lien précieux et instinctif, j'avais noté aussi en titre. Et après, ce que je voulais que tu parles, c'est voilà, différence entre allaitement court et maintenant parler un peu de l'allaitement long. Et dire aussi, pour te laisser le temps de réfléchir, que ben voilà, c'est pas courant encore dans notre pays, mais que dans plusieurs pays d'Europe et notamment Europe du Nord, donc Norvège, Suède, aux États-Unis un peu et Canada beaucoup, l'allaitement long est beaucoup plus courant et plus dans la norme euh, que chez nous en France, quoi. Bah, très clairement, aujourd'hui, ça choque encore les gens quand t'allaites encore un enfant un peu plus grand, hein, 1 an et demi, 2 ans, on commence un peu à te regarder de travers. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a encore plein d'histoires où eh ben, une maman veut allaiter son enfant et puis on va lui dire ben, il faudra aller plus loin, madame, vous pouvez pas faire ça là. Donc voilà, en fait, on a un problème avec la nudité de la femme, le fait que ben, en fait, c'est pas le sein sexuel, c'est le sein nourricier, donc ça n'a rien à voir. Une femme ne sort pas son sein parce qu'elle veut vous montrer son sein, en fait, c'est juste que c'est un bébé qui a faim et que c'est la meilleure chose que tu puisses lui donner, c'est lui donner ton sein, de l'allaiter. Enfin, je veux dire, le lait maternel est quand même aussi magique. Quand tu as un enfant qui est malade, il s'adapte à l'enfant.
enfin, je trouve ça, tu manges des choses, enfin, ça découle dans ton lait, enfin, ce que tu manges, ça transverse dans ton lait, enfin, je sais pas comment dire, pardon. Mais Transfert. transfert, merci. Ça se transfère dans ton lait. Comme dit, ton lait s'adapte en fonction de ton bébé, comment il est. Enfin, il y a tellement d'études là-dessus. Enfin, une fois de plus, c'est un truc qui est complètement magique. Je veux dire, donc en tant que femme, t'arrives déjà à créer un petit être à l'intérieur de toi, et en plus, t'arrives à le nourrir et à t'adapter à ses besoins. Enfin, c'est magnifique. Mais après, effectivement, bah tu peux pas. Enfin, ça devrait pas. Mais il y en a qui te regardent encore bizarre quand t'allaites, et puis tu peux te faire chasser de certains endroits publics parce que c'est pas C'est lui. ton côté un peu militante, mais tu nous as pas dit en fait ta vision de l'allaitement long. Expliquer un peu ce que c'est l'allaitement long et pourquoi l'allaitement long. Et après, on pourra faire effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, réagir à bah, la qualité de l'alimentation qui a un impact direct forcément sur le lait. Et c'est pour ça qu'il faut bien sûr prendre soin et que tout se regroupe de son alimentation, de sa propre santé pour bien alimenter son bébé. Mais Après, qu'est-ce vas-y, que fais un petit paragraphe sur l'allaitement long. l'allaitement long, c'est quoi pour toi? C'est au-delà de 6 mois ou là? Oui, allaitement long, c'est d'après l'OMS, c'est après 6 mois jusqu'à conseiller 2 ans ou plus. Mais voilà, Ok. pourquoi tu as eu envie de continuer l'allaitement le plus longtemps possible et peut-être raconter ben, comment c'est passé après. Bon, déjà avoir ta vision de l'allaitement long et après on verra les grosses différences qu'il y a eu entre nos 4 enfants, quoi. En fait, sur l'allaitement long, moi, je me pose pas de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Héloïse, donc numéro 3 et 4, j'ai eu la chance de pouvoir les allaiter au sein, ce que j'ai pas réussi à faire, enfin, pas réussi à faire, ce qui a été compliqué avec les deux premiers. Parce que du coup, Benjamin et Beryl, ça a été très compliqué. Bah, comme ils étaient prématurés, ils sont venus un peu plus tôt et ils avaient tous les deux du mal de téter. La succion était compliquée. Donc du coup, j'ai jamais réussi à les mettre au sein. Eux s'énervaient, moi ça me faisait mal. Enfin voilà. Et alors peut-être que l'accompagnement aurait dû être différent. Alors c'est pas faux d'avoir été voir une sage-femme et compagnie, mais voilà, c'était trop compliqué. Et très rapidement, en fait, j'ai tiré mon lait. Et pour Benjamin, du coup, pour qu'il conserve le réflexe de succion, on lui donnait au petit doigt. C'est-à-dire qu'on mettait un petit doigt dans sa bouche et une sonde à côté, et on lui donnait le lait que j'avais tiré. Donc toutes les nuits, quand je me levais, je me branchais avec ma tireuse, non, j'allais dire ma aide-moi, mon tire-lait, tout simplement. Donc je lui donnais le lait que j'avais tiré quelques heures avant, et je tirais en même temps mon lait. Donc ça a été Benjamin et Beryl, donc hyper fastidieux, enfin bon, plus laver les biberons et compagnie. Et Héloïse, ça a roulé tout seul, j'ai réussi à l'allaiter directement au sein. Et donc, avantage et inconvénient, on va dire. Avantage, c'est que ben, du coup, le papa, il peut plus contribuer et je pouvais prendre le relais des fois la nuit ou la journée Quand je tirais, pour donner le lait qui avait été tiré en avance. Souvent aussi, ça suffisait pas, donc fallait quand même compléter par compléter, du lait en poudre. en poudre. Et, euh, et donc, en les gros ben, inconvénients, ben, c'est clairement la logistique pour gérer tout ça, c'est horrible. La manutention, ouais. Anita a l'impression d'être une vache à lait qu'on allait traire, quoi, en gros, pour donner l'image avec J'ai cette jamais tirade. encore eu trop ce sentiment là-dessus, pas trop. En tout cas, c'est l'image que voilà, t'es branché à ta treilleuse que nous, les hommes, et ceux qui Ça, voient. c'est plutôt l'image que les autres ont, voilà. Alors que moi, pas du tout. Là-dessus, j'étais complètement. Alors, pareil, un point positif de l'accouchement, c'est quand t'es complètement désinhibé après. Hein. C'est que pouf, voilà. Et pourquoi les allaitements sont pas bien passés pour nos deux premiers? C'est multifactoriel comme d'habitude, mais donc arrivé un peu trop tôt, donc peut-être pas encore non plus totalement formé. Peut-être la Anita, péridurale. première montée de lait, donc pas non plus trop rassurée, et pas trop Je sais d'expérience pas trop entre comment guillemets. faire. Et surtout, pour moi, ben, la péridurale, ça shoot la maman pour qu'elle ait pas de douleur. Et pour moi, c'est prouvé hein, Quand ça touche le bébé, que le bébé il en prend aussi un peu et qu'il est aussi à moitié shooté, à moitié qu'il est endormi moins vif. les premiers jours. Donc ça, plus qu'il arrive trop tôt, un peu trop tôt, bah voilà, du coup c'est compliqué de mettre ça en place. Et si ça se met pas en place tout de suite dès le début, bah, c'est compliqué après de lui faire comprendre et de l'intégrer par Mm. la suite. Voilà les différences et comment ça s'est passé pour nos deux premiers. Et pour Héloïse, donc accouchement naturel, ben, raconte un peu comment ça s'est passé.
Oh, bah, la mise au sein a été assez facile, hein. Je veux dire, elle a très rapidement pris. Et puis Héloïse, on n'a même pas eu besoin de la complémenter. C'est-à-dire que du coup, elle n'a pas eu de problème. Là, enfin, sur Héloïse, on n'a pas eu le stress parce que Benjamin, avec ses 2,6 kg, c'était le stress tout le temps du poids. Ah ben, votre lait n'est pas assez nourrissant, il faudra peut-être le compléter. Ah, je vous propose de tirer plutôt pour voir ce qu'elle prend. Enfin voilà, là, Héloïse, il n'y a pas du tout eu ce problème-là. Elle avait un poids à 3 kilos 200 et des bananes, je sais plus. Enfin voilà, elle prenait, on sentait qu'elle était bien en chair. Donc voilà, donc là, c'était un allaitement parfait. Après, Alix, bah, elle nous a fait une jaunisse longue en plus. Et alors, en plus, c'est une jaunisse, alors, due à mon lait maternel, due à mon lait, non. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait une jaunisse, et en fait, quand elle est au sein, le sein, forcément, le lait est progressif. Tandis que si on lui avait donné des biberons, ça aurait été en gros coup d'un coup, et ça aurait aidé à ce que la jaunisse en fait parte plus vite. Mais bon. Mais voilà, cela dit, ça a quand même été du stress parce que elle prenait pas de poids, elle avait sa jaunisse, enfin, Une fois de plus, ouais, ils te font paniquer pour quelque chose qui était entre guillemets normal, quoi. voilà. Donc, mais voilà, après, aujourd'hui, elle est toujours au sein. Elle va avoir 2 ans au mois de mai. Et puis l'allaitement long, en fait, je me pose pas la question de me dire jusqu'à quand j'arrête ou voilà, je laisse venir les choses. J'avoue que là, c'est la 4e, c'est quand même la dernière et que je savoure quoi. Donc, parce que là, je me dis après, hein, c'est à moi de à moi de me dire que c'est fini quoi. Enfin, une fois de plus, c'est comme quand tu sais que c'est ton dernier enfant, ben tu fais un peu le deuil de dire bah je serai plus jamais enceinte, je sentirai plus ce truc génial de sentir un enfant bouger en toi. Bah là, c'est pareil avec Alix. Faut que je fasse aussi un moment mon deuil de me dire qu'un jour, bah, l'allaitement s'arrêtera et puis bah, que ce sera fini, quoi. Mais c'est comme ça et c'est la vie, quoi. Il y aura d'autres choses, hein. Mais, euh, Oui, mais c'est une petite et page à là, tourner. arrivé à 2 ans, le rôle du père aussi en a un petit peu marre et hâte de passer Ça, tu dis ça au parce qu'on fait du chapitre suivant. cododo, Voilà, le cododo plus l'allaitement, c'est qui n'est pas un cododo, cela dit. pour récupérer, pour avoir un bon sommeil, qui est aussi, comme on l'a vu, un pilier de la santé. C'est pas forcément la situation la plus optimale. Mais en tant que maman, quand on allaite, justement, on a une hormone spéciale qui permet qu'on se rendort comme un bébé derrière. Ça, c'est aussi génial. Une fois de plus, le corps est bien fait. Donc ça m'amène un peu à mon troisième point sur l'allaitement, les bienfaits prouvés par la science, santé du bébé, donc immunité renforcée, digestion facilitée, diminution du risque des allergies. Alors je sais plus quelle étude on avait vu là que là dans même pas 10 ans, 50% de la population allait Serait avoir des allergique. allergiques, diminution des maladies infantiles. Santé de la mère, récupération post-accouchement Ah oui. meilleure, réduction du risque du cancer du sein et des ovaires. Et voilà, il y a plein d'études et de Ah oui, l'allaitement permet que méta-analyses qui, attends, je te donne la parole, pardon, plein oui. d'études qui montrent les bienfaits de l'allaitement. Et puis, ouais, je te laisse là Ce que tu disais pousser ce effectivement sujet-là. ouais, sur la récupération effectivement en postpartum, l'allaitement c'est prouvé en fait, il va aider à ce que l'utérus se remette plus facilement en place. Alors, ce qu'on appelle en fait, on appelle ça les trachées, c'est des douleurs utériennes, utériennes, hmm Utérine. utérines, pardon. Les douleurs utérines vont être quand même beaucoup plus puissantes, mais j'avoue que j'en avais pas eu pour les 3 premiers, j'en ai eu pour Alix. Effectivement, voilà, c'est pas très très agréable. Mais allez, en 4-5 jours, c'est passé. Mais voilà, en 4-5 jours, mon utérus avait repris sa place, comme si de rien n'était. Et ça aussi, c'est un bienfait de l'allaitement. Et ce que tu disais, après, sans compter tous les autres bienfaits au niveau de la santé, de l'immunité des enfants. Enfin, je veux dire, je pense que ça se voit sur les nôtres, quoi. Ben oui, oui, et puis voilà, on compare pas, mais on voit, c'est même pas comparé, on voit que bah, qui sont en super santé, qui sont quasiment jamais malades, donc liés effectivement à cet allaitement long. Euh, ah oui, t'as pas raconté que Benjamin, quand même, et malgré cette logistique terrible là du tire-lait, t'as quand même tenu 9 mois, je crois, à Benjamin, allaiter. je l'ai allaité effectivement parce qu'après avec la reprise du travail, parce que je tire mon lait au travail. D'ailleurs, je continue à le tirer parce que si je le tire pas, en fait, j'ai pas grand chose. Mais si je le tire pas, bah, j'en aurai plus. Donc voilà, avec la logistique d'emmener le tire-lait et encore là aujourd'hui, on a des petits tire-lait qu'on met dans le soutien-gorge. C'est hyper pratique, c'est discret, c'est génial. Il y a 9 ans en arrière, c'était la grosse machine. Enfin voilà. D'ailleurs, mon collègue me disait la blague comme quoi je faisais le prélèvement à la source.
blague de banquier. Mais effectivement, toute cette organisation voilà, était lourde. Mais voilà, j'ai tenu jusqu'à 9 mois. Beryl jusqu'à 18 mois. Donc en tir-allaitement de Beryl. Et puis Héloïse, 24 mois, parce que à 24 mois, en fait, j'étais enceinte de Alix. Donc c'est moi qui lui ai dit, écoute Héloïse, voilà, faut que maman souffle un petit peu entre les deux. Et puis bah là, Alix, elle va avoir 2 ans au mois de mai et ça continue. Plein d'études scientifiques qui montrent les bienfaits et petit truc en plus, l'allaitement, ça peut, enfin le lait maternel, ça peut aider pour les petits bobos du quotidien, ça peut avoir plein de bienfaits Tu peux en faire plein de choses du lait maternel, oui. sur la peau, des cataplasmes, Mm. dis-nous-en peut-être un petit peu plus là-dessus. Alors tu peux faire plein de choses, hein. Alors, tu peux même en faire des desserts pour les enfants. Tu peux en faire des savons, tu peux aider à nettoyer des petites plaies. Enfin, tu peux vraiment faire plein de choses avec du lait. Donc voilà, c'est super bon. Ou en bain. Au moment, si tu tires ton lait, que tu as des restes, ne le jette pas, mets-le dans le bain. Voilà. Ouais. Et puis surtout, si vous devez être une maman qui a beaucoup de lait, il y a des lactariums. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez... Alors oui, c'est un peu contraignant parce qu'il y a toute une maintenance derrière. Il y a certaines choses aussi que vous ne devez pas manger. Alors, je saurais plus dire, il faudrait que je recherche, mais voilà. Mais vous pouvez faire des dons de lait. Et c'est du lait, en fait, qui est redonné après à des bébés prématurés. Donc ça, je l'avais fait avec Héloïse. Alors, je vais pas donné beaucoup de litres, hein, parce qu'une fois de plus, j'ai pas une production. J'aurais rêvé être ce genre de maman avec des seins énormes où ça dégouline, mais c'était pas mon cas. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça génial en plus de pouvoir faire des dons de lait pour sauver des petits prématurés, quoi. Et c'est tellement meilleur pour des prématurés leur donner du lait maternel que des laits en poudre. Donc voilà, si vraiment vous avez trop de lait, contactez le lactarium. En plus, ils viennent chez vous, ils vous donnent tout, hein. Voilà, c'est eux qui viennent récupérer quand vous avez congelé. Vraiment, voilà, ça, je trouve ça génial, enfin formidable, quoi. Ton petit côté militante de l'allaitement maintenant, ouais, et le lactarium, c'est top. Et puis aujourd'hui, on peut allaiter avec des fringues qui sont géniales. Moi, quand j'ai commencé avec Benjamin, c'était des cache-cœurs. Donc vous aviez le devant là qui était toujours, moi j'avais toujours froid là. Ou alors Attention vous au micro, soulevez votre. madame. Pardon? Dites attention au micro quand tu bouges avec tes mains Ah, pour. pardon. Pardon. Mais voilà, donc c'était soit les cache-cœurs, ou soit tu lèves ton t-shirt, mais tu te retrouves avec ton petit bourrelet à l'air. Donc voilà, aujourd'hui, tu as quand même plein de marques qui font des t-shirts, des sweats, des robes d'allaitement. Enfin, moi, j'ai allaité partout. Aurélien vous disait qu'on a perdu nos papas. J'ai allaité à l'église. J'ai allaité vraiment partout. Je veux dire, il n'y a pas un endroit où j'ai pas, pardon, sorti mon sein pour allaiter. Mais après, c'est naturel. Point. Et puis moment pub aussi, elle a refait toute sa garde-robe du coup en vêtements d'accouchement. Merci Alison pour cette idée magnifique de vêtements. Donc Tagine Banane, je pense qu'elle a toute la Forever. collection, elle a carte de fidélité à fond. Enfin voilà, on pourrait sponsoriser cet épisode avec Tagine Banane. Mm. On les taguera lors des prochaines publications. Mais voilà, ça paraît. Et puis Alison, la fondatrice, effectivement, elle milite vraiment pour ça. Elle a un parcours voilà aussi incroyable. Mais c'est tellement important. Et puis voilà, d'être dans des habits qui sont jolis, qui sont chouettes, quoi. Pas des trucs dégoûtants. Bon, on arrive tout doucement à la fin. On va un dernier petit chapitre sur l'expérience et conseils qu'on pourrait éventuellement donner aux futurs parents. Quels apprentissages on retire de ces accouchements et de ces allaitements de nos 4 enfants. Est-ce qu'on va peut commencer par ce que l'on aurait aimé savoir Mm. avant notre premier accouchement? Si tu Eh ben, avais... ouais, eh ben oui, c'est ça. Enfin, moi, j'aurais bien voulu avoir toute cette connaissance sur, voilà, sur le champ des possibles. C'est oui, il existe d'autres alternatives. Voilà, une fois de plus, voilà, l'idée de tout ce qu'on vous dit, c'est pas de vous convaincre que ça ou ça, c'est la meilleure des solutions. C'est juste de savoir qu'il existe d'autres possibilités et d'autres chemins. Et de se renseigner et de faire vos propres recherches, écouter, comme dit, il y a plein de choses, il y a plein de podcasts. Écoutez, lisez, renseignez-vous et faites ce qui vous correspond vraiment. Et effectivement, moi, j'aurais voulu en fait avoir cette connaissance déjà avec Benjamin. Parce que oui, ça aurait sûrement changé les choses. Et, euh, et voilà. Et peut-être que j'aurais eu un allaitement qui se serait bien passé avec Benjamin, que je me serais moins cassé la tête à faire du tir-allaitement.
Après, voilà, Ouais. c'est notre parcours, c'est comme ça, mais en fait, juste avoir la connaissance et le savoir. C'est c'est notre parcours qui permet effectivement d'avoir la comparaison des deux. Anita est très diplomate et comment je sais pas, ouais, diplomate. Mais effectivement, une fois qu'on a la connaissance, pour moi, l'allaitement, moi je suis moins, T'es plus... plus radical, on va dire. Pour moi, quand on Oui. voit tous les bienfaits que ça a, si on veut le meilleur pour son enfant, pour moi, c'est obligatoire au moins d'allaiter jusqu'à ben, le plus qu'on peut, 3 ou 6 mois, ce serait vraiment le minimum si on veut des enfants en pleine santé. Essayer en tout cas de faire son maximum pour que l'allaitement se passe bien, comme elle a fait, au moins tirer son lait si ça va pas. Enfin voilà. Moi je suis. Toi, Si t'es on plus veut radical. si on veut le meilleur pour son enfant, ben, une fois qu'on a la connaissance, on fait ce qu'on estime le mieux. Mais moi, je suis moins radicale parce que chacun a son propre parcours. Mais alors après, je te rejoins quand même. Peut-être juste tenter de faire une tétée d'accueil, par exemple, si on parle de l'allaitement. La tétée d'accueil, voilà, ben au moins vous avez tenté, vous avez vu ce que ça donnait. Il a eu un peu de colostrum. Le colostrum, c'est génial, c'est une bombe d'énergie, c'est une bombe de plein de choses qui sont bonnes. Et puis voilà, si ça vous correspond pas, il peut y avoir plein de choses parce que c'est douloureux, parce que vous vous sentez pas de le faire, ben, c'est ok en fait. Mais voilà, juste avoir, je l'ai dit plein de fois sûrement, mais avoir la connaissance et après voilà, de faire ses Mm. propres choix en conscience derrière. Moi, je suis un peu plus radical, mais je pense que le point d'après, quand même, tu l'es devenu un petit peu aussi, c'est briser les tabous et assumer ses choix, notamment ben, répondre aux remarques sur l'accouchement naturel et l'allaitement. On entend plein de choses là-dessus. La société n'encourage pas forcément, en tout cas chez nous, à faire ça. Et t'es devenue aussi un petit peu militante de ça. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et te donner deux, trois idées reçues et ce qu'on peut entendre et ce qu'on a entendu nous aussi par certaines personnes de notre entourage. Voilà. Euh, on va commencer par l'accouchement. Euh, Souvent, on entend dire bah, pourquoi choisir un accouchement naturel alors qu'on a la péridurale. C'est quand même une chance aujourd'hui de ne plus souffrir pendant l'accouchement. Pourquoi se priver de cet avantage? Ça, c'est le cliché classique. Ah, pourquoi tu vas souffrir alors que maintenant on peut avoir la péridurale? Après, je pense que voilà, on a pas mal parlé en amont, hein, c'est que voilà, derrière, c'est quand même pas anodin. C'est toi, on t'injecte quand même un produit dans ton corps accessoirement qui touche le bébé, hein, qui là passe la barrière placentaire, c'est pas un souci. Donc t'as un bébé qui est un peu shooté, toi t'es un peu défoncé quand même. Donc voilà. Après, oui, une fois de plus, si tu as la connaissance, si tu sais ce qui va se passer, tu auras moins peur et cette douleur, elle sera sûrement moins intense si tu Ouais. sais comment la gérer, si tu sais quoi mettre. Et puis moi, je peux rajouter, on met le mot péridurale, mais en fait, derrière le mot péridurale, c'est clairement, on t'injecte alors de la drogue, c'est peut-être un mot fort, mais on t'injecte un anesthésiant. Donc oui, c'est un dérivé sûrement, je sais pas de quoi est fait la péridurale, mais ouais, c'est clairement pas naturel et clairement bah, c'est un anesthésiant, quoi. Donc, Et puis clairement, ça va être plus pratique parce que quand tu es dans des usines à bébés, mais pardon, certaines maternités, ça c'est de l'usine. Donc à un moment, le gynécologue, il doit être en week-end. Hein, donc à un moment, allez, déjà entendre madame qui hurle la mort, péridurale, au moins on l'entend plus, hein, comme ça c'est plus calme. Et puis on n'hésite pas à médicaliser à fond en déclenchant. Ben oui, non, va falloir accoucher là maintenant, hein, parce que, voilà. Alors que c'est pareil, un bébé qui doit accoucher après terme, bah, c'est aussi ok, en fait. Je veux dire, c'est qu'il en a besoin tout simplement. Donc tant que tous les voyants sont encore en vert, qu'il y a assez de liquide, que bébé va bien, enfin voilà, laissons-le. Je veux dire, s'il doit rester quelques jours de plus, c'est qu'il en a juste besoin. ouais. Ensuite, point idée reçue numéro 2, tu n'as pas peur que ce soit trop risqué. On sait bien que l'accouchement, à un moment, c'est dangereux pour la mère et pour le bébé. N'est-ce pas prendre un risque inutile que de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Et ben là, Voilà. je vais te dire. Ouais. Je voulais déjà rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, que ben, la maison de naissance, pour la maison de naissance, elle est à côté de l'hôpital. Et si jamais il y avait des risques, de toute façon, on n'aurait pas pu accoucher là-bas. Et donc, qu'on est juste à côté de l'hôpital. Ouais, si tu voulais Donc il y a rajouter. pas. Mais après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que avant on accouchait à la maison et on se posait pas la question. En fait, les maternités, alors, elles sont apparues après la Seconde Guerre mondiale dans les années 70. Donc ça fait, on est en 2025, ça fait 55 ans qu'on accouche en maternité. Donc aujourd'hui, on remet en question ce qu'on a fait depuis la nuit des temps. Oui, ça rejoint plutôt le point 3 où
Tu crois pas que c'est un caprice de vouloir accoucher autrement? Les femmes accouchent à l'hôpital depuis des décennies, ça a fait ses preuves, ça a sauvé des vies, pourquoi vouloir faire autrement? Effectivement, là, comme tu viens de le dire, depuis des décennies, oui, depuis les années 70, mais depuis des millénaires, ça se faisait pas à l'hôpital. Mm. Donc voilà, si tu voulais rajouter. Après, j'ai retrouvé quelques stats. Il y a pareil, il y a Floriane Stauffer qui est près de Nancy, qui est une sage-femme qui fait de l'accouchement à domicile et qui répertorie un peu justement toutes les statistiques qu'il peut y avoir des AAD en France. Et j'ai ressorti justement quelques stats qu'elle avait fait remonter. Tout ce qui est... Alors, elle notait que dans le rapport annuel des accouchements à domicile, parmi les femmes ayant débuté leur travail à domicile, il y en a 4% seulement qui sont transférées pour péridurale à l'hôpital, parce qu'à un moment, ça va vraiment plus. Hémorragie sévère de la délivrance à domicile, il y a 1,6%. Donc les hémorragies sévères de la délivrance, en fait, c'est vous avez accouché, le bébé est sorti. Ensuite, il faut encore raccoucher, mettre son placenta. Donc en fait, il faut que le placenta sorte. Et malheureusement, dans certains cas, le placenta alors sort pas forcément bien, il reste des petits morceaux, et ça provoque une hémorragie qui peut être mortelle. Donc c'est ce qu'on appelle les hémorragies de la délivrance. Et en fait, à domicile, il y en a 1,6% dans les accouchements à la maison, et dans les autres lieux de naissance, il y en a 3%. Donc on voit bien que, voilà, au final, il y en a moins dans les AAD que dans les maternités. Elle avait noté aussi que pour les décès périnataux, il y en a 0,2% dans les accouchements à domicile contre 0,87 à l'hôpital. Les enfants nécessitant une réanimation néonatale, 0,6% à domicile contre 2% à l'hôpital. Et puis évidemment, la fameuse recours à l'épisiotomie, même si ça s'est quand même un peu calmé là-dessus, on coupe plus facilement. Donc je rappelle, l'épisiotomie, c'est un moment, ah ben, bébé va pas passer, pour éviter que vous ayez une déchirure, on coupe. Donc en AAD, il y en a 0,3% contre 8,3% à l'hôpital. Donc voilà, ça c'est quelques chiffres qui peuvent largement faire peser la balance en se disant, voilà, un accouchement, alors peut-être pas forcément à domicile, mais voilà, en maison de naissance, est pas si risqué que ça, voire pas du tout, quoi. Et puis les sages-femmes ne prennent aucun risque. Elles veulent pas, au contraire, elles veulent pas. Comme on est toujours en train de pointer du doigt les sages-femmes, un peu diaboliser les sages-femmes en AAD, alors moi c'est en maison de naissance, mais voilà, derrière elles ne prennent aucun risque. Si elles ont le moindre doute, c'est hôpital, elles cherchent pas. Enfin voilà, elles vont pas prendre le risque. Oui, ce qu'on peut dire maintenant pour synthétiser ça, c'est qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes, quoi. On peut essayer, voilà, si tout se passe bien, faire un accouchement à domicile ou en maison de naissance ou en plateau technique, faire comme on a envie et avoir tous les bienfaits de l'hôpital en cas de secours si ça se passe mal, quoi. Mm. Donc on peut vraiment avoir ouais, le meilleur des deux mondes. Après, il y avait une dernière question là-dessus. Souvent on entend, ah, t'as pas peur que ce soit trop douloureux? Voilà, gestion de la douleur. Oui, bah pareil, on en a parlé. C'est-à-dire que voilà, tu apprends les méthodes qui te permettent, voilà. Déjà, c'est juste en fait changer ton point de vue, Voilà, l'information, la connaissance et la confiance en soi qui sont qui expliquées tout sont au long. primordiales. Ouais. Ensuite, sur l'allaitement, maintenant, les idées reçues. Allaiter après 1 an, est-ce vraiment utile? Après quelques mois, le maternel n'apporte plus grand-chose. Pourquoi continuer? Souvent, c'est les choses qu'on pourrait entendre. Bah, pour moi, si, il est toujours aussi complet, hein. Quand tu vois que régulièrement, les laits en poudre, t'as des rappels, t'as des trucs, des pesticides ou que sais-je qui traînaient dedans. Déjà, rien que pour ça. Et puis, alors, c'est bête ce que je vais dire. Enfin, c'est bête. Mais économiquement parlant, en plus. Je veux dire, regarde le prix Ah d'une oui, oui. boîte de lait en poudre. Une boîte de lait en poudre, ouais, c'est entre, si on prend Enfin, du lait bio comme un truc bien, c'est entre 25 et 30 balles la boîte qui nous tient un si mois, t'en même pas. fais, bah, c'est même pas 15 jours, hein, si t'en fais, moi je l'allaite encore. Alix, on lui fait un complément de biberon, on lui fait un biberon tous les matins. C'est du lait de chèvre en plus, là, bio. Mais voilà, on en achète déjà un tous les 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, déjà Ouais, aussi rien que pour ça. Puis comme dit, toutes les saletés qu'il peut y avoir dedans, quoi. ouais, au moins, l'allaitement naturel, ben, on sait ce qu'on donne, quoi. Voilà. Ensuite, un enfant allaité trop longtemps devient dépendant, trop accroché à sa mère, c'est pas mieux qu'il apprenne à se détacher. Alors au contraire, on se rend compte que au contraire, un enfant qui a été sécurisé, rassuré, en proximité, ça va faire un adulte qui sera plus confiant de lui. Donc là, ça c'est pareil. Enfin, faut arrêter. Enfin, pardon, je suis un peu peut-être virulente, mais
Je veux dire, Vas-y, j'aime quand t'es virulente, là, que tu affirmes un peu tes choix, vas-y. non, mais je veux dire, voilà, oui, c'est sûr il va sûrement être plus en demande, plus, ça va être peut-être plus, ça va être sûrement être plus fatigant, c'est parce que l'allaitement est fatigant, faut pas se leurrer non plus. Mais il va sûrement solliciter beaucoup plus la maman. Enfin, bon, tu le vois très bien, moi, Alix, c'est maman, maman, mais à la fois, soyons honnêtes, je kiffe, hein, j'aime beaucoup. Mais je veux dire, voilà, je suis sûre que, voilà, j'attends, je me délecte de voir dans quelques années si effectivement on aura une différence de caractère entre nos enfants. Parce que Bah, Benjamin, forcément. bah oui, oui, non mais voilà. Déjà Héloïse, on la sent plus affirmée, enfin plus affirmée et plus indépendante, quoi. Elle fait un peu sa vie, quoi. Ouais, oui, il y a l'allaitement qui peut jouer, il y a la place dans la fratrie, il y a Ouais, il y a plein de choses, hein. l'environnement, voilà, il y a plein de choses qui font que chaque enfant est différent, quoi. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plein d'études qui disent clairement que oui, tu crées justement un lien fort dans les premières années et que ça donne des adultes qui sont équilibrés, qui sont sûrs, enfin, sûrs d'eux, ça peut paraître peut-être péjoratif, mais Bah non. non, bah voilà, ok. Donc, qui sont bien dans leur tête et bien dans leur basket, quoi. Après, ça aussi, on l'a un peu entendu, tu n'as pas envie de retrouver ton corps à toi. Elle était un bébé, d'accord, mais au bout d'un moment, ça doit être pesant. Comment Bah tu vis pareil, ça en une tant fois que de plus, femme? bah chacun le vit différemment, mais moi au contraire, je me dis, combien de parents j'entends, ils ont grandi tellement vite. Ben ouais, en fait, les gars, moi je veux savourer. Donc chaque fois que je l'allaite, je kiffe, je prends, je savoure ces moments-là parce que je sais que ça va s'arrêter à un moment, quoi. Et je veux pas me retrouver dans 10 ans à me dire, oh, bah j'ai pas profité, j'ai pas savouré. Enfin, 10 ans, hein, elle sera encore petite, elle en aura 12, mais enfin voilà, j'en profite à fond. Et puis si j'arrive à retrouver, enfin je veux dire, voilà, je me sens tout à fait épanouie, je bosse, je refais un peu de sport, enfin voilà. Et puis pour moi, enfin dans la vie, il y a des moments pour tout en fait. Je veux dire, quand ils seront partis de la maison, j'aurai tout mon temps pour me retrouver moi. Ouais. Ensuite, celle-là elle me concerne plus. Et le papa dans tout ça, est-ce que ça met de la distance entre le père et l'enfant quand on allait trop longtemps? Alors là, c'est moi qui vais répondre. Ben, clairement, comme je le disais tout à l'heure, quand on veut le meilleur pour son enfant, on est pour et pro allaitement. Donc moi, ça me dérange pas. Et les enfants, effectivement, sont collés plus à leur mère et petits, ils réclament leur mère et la maman. Mais ça tourne vite et comme vous l'avez vu dans les premiers épisodes, c'est moi qui m'occupe des autres et j'en ai les trois autres grands à m'occuper. Et voilà, là, la roue tourne parce que c'est un peu péjoratif, mais voilà, quand le papa est impliqué, croyez-moi que les enfants, ils nous le rendent bien en câlin, en amour. Voilà, ils font pas de différence, de préférence. Oh, on préfère maman, on préfère comme nous, on préfère pas nos enfants. C'est l'amour universel, c'est l'amour, voilà, baigné d'amour. Et non, c'est vraiment pas, on se sent pas du tout à l'écart. Et au contraire, on peut être aidant et Et aider à ces soutenant. moments-là, soutenant, parce que c'est pas non plus tout le temps tout rose, tout beau, et qu'il y a des moments de difficulté, il y a des pleurs, il y a les nuits à gérer. Et voilà. C'est voilà, une période de vie différente et qu'il faut savoir accueillir. Au contraire, le papa a toute sa place. Et puis celle-là, alors là, là où tu es un peu plus militante, là, je vais te laisser répondre à ça. Tu n'as pas peur du regard des autres quand tu allaites en public, comment tu gères la réaction des gens, etc. Alors, une fois de plus, déjà, je trouve que ça ne se voit pas. Si t'es équipé, hashtag Tagine Banane, enfin, il y a plein d'autres marques, mais si effectivement t'es équipé, je veux dire, ça se voit pas. Voilà. Et puis à un moment, on est sur un sein nourricier, on n'est pas sur un sein sexuel. Je vois même pas comment, encore en 2025, c'est des choses qui peuvent être possibles. Je crois que c'est encore arrivé il y a pas très longtemps dans je ne sais plus quel lieu public, où effectivement, les gars de la sécurité sont venus dire à une dame, va falloir aller un peu plus loin, madame. Ben non, non, en fait, non, je vois pas pourquoi. Enfin, voilà, non. Donc non, ça c'est pas ok. Et une fois de plus, en fait, bah regarde pas si ça te pose problème. Enfin, moi, quand un mec va pisser derrière un arbre, est-ce que je le regarde? Non. Voilà. Je veux dire, toi, en tant que mec, tu te poses pas la question de dire, bah tiens, si je vais pisser derrière le marronnier là-bas, quelqu'un va me regarder. Non, tu fais ton affaire. Et ben voilà, je pense qu'à un moment, on a pu à se poser la question en tant que femme de se dire, est-ce que ça va déranger quelqu'un? Non, je nourris mon enfant en fait. Donc je vais pas me poser la question, est-ce que je dois mettre mon enfant en second plan ou pas? Non, il a faim, il a un besoin, enfin voilà, donc non, arrêtons de se poser cette question et faisons. Il y a rien de, il y a pas à se cacher pour ça. C'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps. Donc à un moment, faut arrêter quoi. Voilà, Voilà. cool, j'aime te sentir vindicatif comme ça. En Pour conclure,
pour conclure tous ces beaux échanges, est-ce que tu as des conseils de lecture, de podcast, de comment s'informer, en plus d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout? Maintenant, si les gens veulent aller plus loin, si tu as des conseils, lecture, podcast. Alors oui, des podcasts, bah, voilà, il y a enfin, bon, je vais dire les grands classiques, ceux de Bliss Story, ceux de la matrescence. Bliss Story, c'est plutôt orienté justement sur les récits d'accouchement. Alors avec des choses aussi bien positives que négatives, hein, parce que ben, il y a des fois, il peut y avoir des choses, voilà, des décès périnataux. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui C'est sont pas peut-être pas le moment d'en forcément. parler là. Non, mais non, Restez mais dans le positif. oui, non, Dans non, le c'est pas dans le positif, ça négatif, va mais bien. non, mais elle aborde tout, c'est ça qui est chouette. Oui, Après, voilà, il y a la maîtressence. En termes de livres, il va y avoir le livre d'Ina Meyaskin voilà, qui parle beaucoup bah, du corps de la femme, de comment il est fait. Enfin, il y a pas mal de lectures, effectivement. Il y a des bandes dessinées, alors je ne trouve plus son nom, je pourrais vite la chercher, de Céline Gomez. on mettra les liens de tout ça dans le descriptif. C'est Céline Gomez qui fait des super BD sur les pouvoirs, je crois, hein, effectivement, on remettra les bons liens, mais sur les pouvoirs, les super pouvoirs qu'ont les femmes, en fait, pour accoucher, pour allaiter. Et puis, j'aime bien, elle dit qu'il faut mettre effectivement d'autres lunettes pour regarder et puis voir les choses différemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, on vous mettra toutes les références, voilà, des livres qui, moi, m'ont aidé ou des podcasts que j'ai pu écouter qui m'ont aidé. Et puis après, n'hésitez pas. Alors, et puis il y a les doulas. Il y a les doulas qui sont là aussi pour vous accompagner et vous donner toutes les informations. Les doulas, c'est des métiers qui sont encore pas trop reconnus en France, mais voilà, forcément, elles vont vous accompagner sur ce changement de vie, sur votre grossesse, sur la naissance, le postpartum. Enfin voilà, les doulas sont là pour accompagner les femmes en fait sur comment que ce Tous soit les la aspects ménopause. de de la grossesse, quoi. Ouais, et pas que ça, sur la ménopause, sur voilà. Enfin voilà, donc, regardez si vous avez des doulas autour de chez vous aussi. Elles peuvent être de très bons supports. Pour conclure, informez-vous, lisez, écoutez, et choisissez en conscience. Nous, on vous encourage à, ben, à- à faire l'accouchement le plus naturel possible et à faire un allaitement pas le plus long possible, mais le mieux pour vous et en tout cas à faire un peu d'allaitement. À faire ce qui vous parle, ce que vous sentez. Ouais. Et pas vous laisser, pas manipuler, mais comment Dicté dire, par ouais, les injonctions de la société, de c'est ça. l'entourage, voilà, faites vos Ouais. choix. Tu devrais pas, il faudrait que t'arrêtes, ça fait déjà longtemps, non? Si c'est ok, Faites si vos pour vous choix c'est toujours ok. vous-même en toute connaissance de cause et arrêtez d'écouter le tonton, le cousin, même le C'est ça. parent ou tout ce que dit la société. Se dégager de son entourage, Les ça peut être dictates. le plus compliqué, mais voilà, Mm. faut se sentir soutenu, accompagné. Et voilà, une fois qu'on a la connaissance, on est un peu plus sûr dans ses choix. Et créez-vous une tribu. On dit souvent qu'il faut toute une tribu pour élever un enfant, donc créez-vous une tribu, soyez entourés d'amis qui ont les mêmes envies, les mêmes idées que vous, voilà. Il existe des groupes de parole, il existe plein de choses, renseignez-vous autour de vous. C'est important d'être à plusieurs aussi dans ces moments-là. Ouais, et ça, vous le verrez, bah, si vous faites les maisons de naissance, voilà, elles partagent les réseaux, les assos qu'il y a selon vos régions. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas pour conclure à commenter, à poser vos questions si vous en avez, si vous voulez qu'on développe encore un sujet en particulier, à partager vos expériences aussi, si vous avez aussi connu l'accouchement médicalisé et l'accouchement naturel, vos différences. Voilà. Et surtout à partager, à faire vivre cet épisode si ça peut intéresser des personnes de votre entourage. On vous dit merci et à très bientôt pour le À prochain épisode. bientôt, Et merci. merci Anita pour toute cette belle Merci interview. Car. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux
Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!